Voici les titres du journal. La première dame de la République s'est rendue à Fria où elle a présidé au lancement de 15 cantines scolaires, un projet financé par le PAM, le Programme alimentaire mondial. À Bouquet, les écrans géants octroyés par le département de la jeunesse servent de moyen de sensibilisation. Les leaders communautaires profitent de ces regroupements autour de ces écrans géants pour véhiculer des messages de citoyenneté. Les populations de Kissidougou réaffirment leur soutien au chef de l'État. Elles l'ont réaffirmé lors d'un meeting présidé par le ministre d'État aux Finances. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Mesdames et messieurs, nous ouvrons ce journal par ce décret du chef de l'État portant nomination de certains cadres militaires et civils à des postes de responsabilité à la direction de cabinet du ministère de la Défense nationale. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les officiers généraux, supérieurs et cadres civils dont les prénoms et noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après. Directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, général de corps d'armée Aboubakar Sidiki Kamara, confirmé. Service d'appui. Directeur général des ressources humaines, colonel Ali Moussa Kamara, confirmé. Directeur général adjoint des ressources humaines, lieutenant-colonel Mamadou Diaouné, précédemment chancelier MGA. Directeur général des domaines et infrastructures militaires, lieutenant-colonel François Tolno, confirmé. Directeur général adjoint des domaines et infrastructures militaires, lieutenant-colonel Nyankoy Pogomou, bataillon du génie militaire. Directeur général de l'informatique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, colonel Alimou Koulibaly, confirmé. Directeur général adjoint de l'informatique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, lieutenant-colonel Adam Assissé, confirmé. Directeur général du patrimoine historique, archives et musée des armées, Monsieur Pépé Séverin Théa, précédemment directeur général adjoint du musée national. Directeur général adjoint du patrimoine historique, archives et musée des armées, colonel Sena Kamara, confirmé. Directeur général de l'intendance militaire, colonel Ibrahim Khalil Kouyaté, confirmé. Directeur général adjoint de l'intendance militaire, colonel Sekou Souaré, confirmé. Directeur général des pensions militaires et anciens combattants, colonel Selou Bari, confirmé. Directeur général adjoint des pensions militaires et anciens combattants, commandant Mangamouri Bangora, confirmé. Directeur général des affaires juridiques et du contentieux, M. Mamadou Ndiaye, juriste. Directeur général adjoint des affaires juridiques et du contentieux, colonel Oumar Baldé, gendarmerie nationale. Poule Relations internationales de défense. Directeur général des relations extérieures et confirmé. Directeur général des relations extérieures, lieutenant colonel Koumara, Directeur général des études stratégiques et de la prospective, colonel Mfamara Oulare, précédemment secrétaire central du ministère de la Défense nationale. Directeur général adjoint des études stratégiques et de la prospective, colonel Sekou Djibril Kamara, confirmé. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 19 février 2015, signé professeur Alpha Condé. Lutte contre Ebola, malgré les efforts du gouvernement et du personnel sanitaire, le combat contre l'épidémie rencontre toujours des cas de réticence par endroits. Les raisons sont diverses. Sociologues et professionnels de la communication donnent leur avis dans ce reportage signé Moussa Bangoura. Depuis le déclenchement de la fièvre Ebola en Guinée, gouvernement, personnel sanitaire et partenaires s'activent dans la sensibilisation pour freiner sa propagation. Cependant, dans certaines localités, la sensibilisation se heurte à des réticences. Ce n'est pas une maladie endogène. Elle n'est pas connue des populations guinéennes. Elle n'avait pas de nom en Guinée.
Et puis, ces signes cliniques ressemblent beaucoup aux signes cliniques d'autres maladies que l'on connaissait. Donc les gens ont eu de la difficulté à accepter que cette maladie, que ce n'est pas la maladie qu'ils connaissaient, que c'était une autre maladie. Ensuite, la mortalité de cette maladie est très élevée, ce qui a posé problème au niveau de l'acceptation. Vous savez, on meurt tous, mais personne ne veut mourir. Nous ne voulons pas mourir. Cette maladie pose donc des problèmes. Parce qu'en réalité, c'est une maladie où entre le moment où vous tombez malade et le moment où vous partez dans l'au-delà, c'est une période relativement courte. Elle est donc effrayante. Et puis, c'est une maladie qui détruit les relations humaines. L'humanité en nous. C'est la première maladie au monde où tu ne peux pas prendre ton enfant et le mettre sur ton corps. Lorsque ton fils est malade, Ebola supprime l'humanité. On ne peut pas être humain avec Ebola. Récemment, à Matoto, l'interpellation d'un suspect d'Ebola a provoqué un soulèvement. À Forcaria, la force publique est utilisée pour briser les réticences. Aujourd'hui, on a peur de la Croix-Rouge. Dès qu'un véhicule de la Croix-Rouge passe, tout de suite, c'est la panique à bord, parce que les gens ont assimilé la Croix-Rouge à un fait, au fait d'Ebola. Le combat contre la réticence et les rumeurs reste un défi à relever pour réaliser le plan zéro Ebola en 60 jours. Reportage signé Mamadou Saliouba et Moussa Bangoura. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, était ce vendredi l'hôte des populations du quartier Bambeto. Professeur Alpha Condé est venu là, comme à son habitude, pour prendre part à la grande prière du vendredi saint. Une démarche bien accueillie par les populations de Bambeto qui lui ont réservé un accueil très chaleureux. Suivez. Le chef de l'État était accompagné par plusieurs de ses amis, des opérateurs économiques et des membres du cabinet de la présidence. L'imam ratib de la mosquée principale du quartier Bambeto, Elhadji Thierno Sadou Diallo, a dans son sermon professé la paix sociale et l'unité nationale. Il a salué la disponibilité habituelle du président de la République à se rendre tour à tour dans toutes les mosquées de Conakry, sans exception. Selon l'imam de Bambeto, cela traduit l'attitude du chef de l'État à demeurer le père de la nation tout entière. Elhadji Thierno Sadou Diallo a par ailleurs loué les efforts du chef de l'État à développer l'agriculture en Guinée, avec un accent particulier sur l'appui des producteurs à accéder aux intrants agricoles à moindre coût. En tant que leader religieux, il a beaucoup insisté sur la nécessité pour les fidèles musulmans à poursuivre la lutte contre Ebola jusqu'à son éradication totale. Après la prière, le président de la République a mis l'occasion à profit pour sensibiliser les leaders religieux, les pères et mères de famille à poursuivre le combat contre Ebola. Nous prions tous pour que la maladie qui est là, Ebola, puisse partir. Pour cela, nous avons besoin de la collaboration de la population. Mais il faut que les imams acceptent qu'avant qu'on enterre quelqu'un, que je vienne voir s'il n'est pas mort de pour que, s'il est mort de l'Ebola, qu'on puisse sécuriser afin que d'autres n'attrapent pas l'Ebola. Et puis nous ne devons pas cacher les malades. Plus vite ils vont à l'hôpital, plus ils ont de chances de guérir. Il y a des gens qui ne veulent pas que l'Ebola finisse. Ils racontent beaucoup de rumeurs. C'est pourquoi la dernière fois on a dit que la croix va dans les écoles, alors que la croix rouge ne va pas dans les écoles. Ou bien le thermomètre qui prend la température disent que c'est pour donner la maladie. Donc il faut que les imams nous aident. Il faut que toutes les populations coopèrent. Nous devons être d'abord des Guinéens. Nous sommes des musulmans. Nous savons que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Il donne le pouvoir à qui il veut et il enlève quand il veut. Si nous sommes donc des musulmans, nous devons rester derrière la volonté de Dieu. Moi, je suis venu pour travailler pour toute la Guinée. J'ai dit que la Guinée est comme une voiture à 4 roues. Si tu enlèves une roue, la Guinée ne marche plus. Ce qui nous fatigue beaucoup, c'est l'esprit ethnique. Les Guinéens doivent se donner la main pour l'unité nationale, pour nous réconcilier. Très satisfait de cette visite du professeur Alpha Condé à leur mosquée, les fidèles musulmans de Bambeto ont procédé à la lecture du Saint-Coran pour la santé et la longévité du président de la République, ainsi que le bonheur de tout le pays. À sa sortie de la prière, le président de la République a été vivement ovationné par la population du quartier Bambeto, les jeunes en majorité.
Durant ce bain de foule, l'imam ratib de la mosquée principale du quartier Bambeto est resté aux côtés du chef de l'État, preuve de reconnaissance et d'amitié. Le président de la République à Bambeto, vous suivrez l'intégralité de cette visite après le journal Éducation à présent. Le PAM appuie la scolarisation en Guinée en compagnie de la première dame de la République, Madame Diéné Condé. Le programme alimentaire est allé procéder au lancement de 15 cantines scolaires dans la préfecture de Fria et en marge de cette cérémonie, l'épouse du chef de l'État a offert également un important lot d'intrants agricoles et des kits de protection contre Ebola aux populations de Fria. Compte rendu Ansouman Toumani Kamara. De l'hélico, la première dame de la République et sa suite se sont tout d'abord acquittés de leurs devoirs sanitaires en cette période de l'épidémie d'Ebola. Puis Mme Diéné Condé est en communion avec la population entretenue par des chants populaires des parents d'élèves. Un geste de gratitude pour tout ce qu'elle fait pour les populations de Fria. Tout au long du parcours, la grande famille scolaire de la cité minière de Fria est sortie pour ovationner la marraine des cantines scolaires en Guinée. À l'école primaire Mangamori, à la périphérie de la commune urbaine de Fria, l'épouse du chef de l'État a officiellement lancé les activités entreprises ici cette année par l'OPAM. Dans cette préfecture, le pouvoir d'achat des populations connaît une baisse drastique depuis l'arrêt de l'usine d'alumine en 2012. Le programme a bien voulu me désigner comme marraine des cantines scolaires en Guinée. Nous avons fait un plaidoyer qui a abouti donc au recueil de fonds par le Japon et le Canada qui ont bien voulu nous aider à étendre donc ces cantines. Aujourd'hui à Fria, il y a l'ouverture de 15 cantines, ce qui est une bonne chose pour ces enfants. Un enfant qui a faim ne peut pas étudier, ne peut pas se concentrer. Donc j'espère qu'il y aura la cantine scolaire dans toutes les régions de Guinée. Les enfants dans les zones rurales en ont besoin. Créé en 2002, le programme de cantine scolaire du PAM couvre aujourd'hui 808 écoles dans 14 préfectures du pays à faible taux de scolarisation et exposées à l'insécurité alimentaire. Et 73 nouvelles cantines scolaires sont créées cette année. Nous avons donc ce partenariat avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire qui, avec nous, on met en œuvre ce projet. Et je suis très contente que Madame la Première Dame ait voulu être la marraine aussi de ce projet. Ça nous aide vraiment à faire le plaidoyer, à mobiliser aussi l'attention des partenaires et de pouvoir aller de l'avant. Cet engagement pour la cause des tout-petits est renforcé par cet important lot de dons de matériel sanitaire, de fournitures scolaires, d'intrants agricoles pour les groupements maraîchers et de vivres pour les familles victimes d'Ebola. Madame la Première Dame, votre implication personnelle dans le plaidoyer en faveur du développement et la pérennisation des cantines scolaires, la distribution des fournitures scolaires aux enfants par votre fondation en font foi. C'est le lieu, le ministère de l'enseignement préuniversitaire, de remercier le programme alimentaire PAM pour son appui à ces cantines à travers le programme appui à l'enseignement primaire et à la scolarisation des jeunes filles. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de la gestion des épidémies à fièvre hémorragique Ebola. Nous étions à 134 contacts, ces contacts sont libérés. Ça, c'est grâce à l'apport des uns et des autres. Ce don sera remis à la commission logistique pour faciliter pour la distribution et la gestion de ce bien. Dans un sketch entraînant les élèves de l'école primaire Mangamori de Fria, ont fait la peinture de la faim et de l'épidémie d'Ebola en milieu scolaire. Qu'est-ce que tu as mangé? Je n'ai rien mangé, j'ai faim. Mais où les directeurs? D'après les garanties, nous n'avons rien vu. L'enfant a faim seulement. Association des parents d'élèves et amis de l'école, remercions le gouvernement du professeur Alpha Condé.
Comme annoncé dans les titres, dans la région de Boké, les écrans géants envoyés par le département de la jeunesse suscitent beaucoup d'intérêt auprès des jeunes. Ces écrans servent de moyens d'éducation de masse. Tenez, lors de matchs de football, les leaders communautaires mettent les occasions à profit pour véhiculer des messages de sensibilisation et de citoyenneté. Reportage Mamadou Alpha Baldé. Au coucher du soleil, à Kolabui, dans la préfecture de Boké, les jeunes se rassemblent régulièrement au centre culturel de la localité devant cet écran géant octroyé par le ministère de la Jeunesse et Emploi des Jeunes. Depuis la Coupe d'Afrique des Nations, les responsables de jeunes profitent des matchs pour sensibiliser la foule sur des sujets comme Ebola ou encore la culture de la citoyenneté. C'est véritablement conséquent. Au moment de la CAN, il fallait boire et réellement il y a un engouement total autour de ces écrans et vraiment c'est un outil de rassemblement, d'unité, de réunion des jeunes. Et on peut bien profiter pour les mettre dans un cadre de développement, pour une sensibilisation dans le cadre de la vie politique, dans le cadre de la vie des associations de jeunesse, dans le cadre de la vie même politique, pour que cette jeunesse puisse se développer. Ici, l'arrivée de ces écrans géants permet à d'autres jeunes, parfois diplômés, de se trouver une occupation au sein de la communauté. Ça a aussi contribué pour moi de lutter contre le chômage, parce que depuis l'arrivée de ces appareils, je n'ai pas le temps libre maintenant. Chaque fois de 14h jusqu'à 20h, 21h comme ça, je suis à côté de ces appareils. Donc c'est une manière aussi pour moi de me mettre dans les mêmes diapasons à ceux qui travaillent. Dans la préfecture de Boké, 5 localités ont bénéficié de ces écrans géants, dont Kamsar, Tanene et le centre-ville de Boké. Avec l'ouverture des classes, des idées pour une meilleure utilisation de ces écrans sont sur table. Nous avons envisagé toujours de continuer sur la sensibilisation des jeunes parce que, vous savez, on a beaucoup à faire en matière d'éducation, d'information des jeunes. Nous avons formé plus de 40 jeunes dans les animations au niveau des quartiers qu'on a appelé des animateurs socio-éducatifs qu'on va déployer dans ces localités pour continuer à sensibiliser sur d'autres maladies. Et encore, même après Ebola, il faut qu'il y ait la vigilance renforcée au niveau des jeunes. Ce projet de fourniture d'écrans géants touche l'ensemble du pays. Piloté par le département de la jeunesse, il permettra à plusieurs jeunes de voir plus clair en épousant des valeurs républicaines et participer au développement et à la paix dans le pays. Éducation encore, l'ambassade des États-Unis à travers le corps de la paix offre des ouvrages à 28 communautés rurales du pays. Ces documents vont renforcer les bibliothèques dans ces localités. La cérémonie de remise avec notre reporter Safiatou Kondé. 8 000 ouvrages sont destinés aux bibliothèques de 24 CR du pays. C'est une contribution du gouvernement américain à travers son ambassade en Guinée au renforcement des capacités des institutions d'enseignement du pays. L'idée est de soutenir les efforts du gouvernement guinéen dans l'amélioration de la qualité de son système éducatif. J'ai toute confiance que notre partenariat va continuer et tous nos staffs sont là, donc on a fait ce projet de bibliothèque et aussi nous travaillons avec le CDC pour éradiquer l'Ebola comme staff, mais la Colab est toujours là et à cause de la bonne partenariat on trouve avec les Guinéens. Les Américains et les Guinéens sont les bons amis. Dans les écoles du pays, surtout celles de l'arrière-pays, les bibliothèques ne sont pas équipées, voire même inexistantes. Cette bouffée d'oxygène va combler certes un vide dans les établissements ciblés. Les bénéficiaires se réjouissent et promettent une utilisation à la satisfaction des donateurs. Nous sommes très réjouis, très satisfaits de ce don humanitaire qui nous a été accordé pour nos écoles. À travers ce don, le gouvernement américain entend faciliter l'apprentissage en milieu scolaire dans notre pays.
Et puis, plus de 12 000 documents viennent également d'être mis à la disposition de l'université Barack Obama. Le groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée qui offre ces documents compte résoudre cette problématique dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. Reportage Mamadou Saliouba, Younousa Tawel Kamara. Obama, l'arrivée de ces livres augure une année académique promoteuse. Ces documents, au nombre de 12 000, correspondent aux diverses filières dispensées dans cette institution. Ce geste de l'ONG Grad Guinée vise la qualification de l'enseignement et de la recherche dans cette université. Je suis comblé de joie de voir de tels ouvrages dans mon université aujourd'hui. Mon objectif, moi, c'est d'améliorer cette université. Quand on voit la quantité d'ouvrages que nous venons de recevoir de la part d'une ONG française, cela prouve à suffisance que vraiment la coopération nord-sud fonctionne à merveille au niveau de l'université Barack Obama. Avec l'enseignement basé sur le système LMD, la documentation est inéluctable. Ici, encadreurs et étudiants se disent soulagés. La lecture aujourd'hui se réduit peu à peu, mais elle existe toujours. Mais à l'université Barack Obama, nous avons une politique de motivation, d'animation à la bibliothèque qui en réalité mobilise les étudiants à aller vers la bibliothèque. Nous devons nous efforcer à lire, puisque lire, c'est acquérir beaucoup de connaissances. On ne peut pas tout acquérir en classe. Nous aussi, nous devons nous former soi-même. L'obtention de ces livres marque le début d'un nouvel élan dans le perfectionnement de la formation à l'université Barack Obama. Faciliter la recherche et la formation, oui, les journalistes aussi en ont besoin. La Deutsche Welle a bien compris cette préoccupation. Elle s'attelle actuellement à la formation des journalistes des pays africains. Des techniciens et des reporters guinéens prennent part à cette formation. Reportage Habib Thiam. C'est un groupe de journalistes et de techniciens guinéens des deux chaînes de télévision d'État. Réunis à Bamako, ils devront s'approprier les techniques de reportage télévisé. Un programme ambitieux de la Deutsche Welle, exécuté par des collègues déjà bénéficiaires du partenariat. La RTG, en collaboration avec la Deutsche Welle, a initié cette formation de 9 journalistes et techniciens guinéens pour les amener à parfaire leurs connaissances dans le cadre du tournage, du montage et surtout de l'écriture journalistique. La Deutsche Welle n'a pas lésiné sur les moyens pour assurer ce grand rendez-vous professionnel qui se tient hors de la Guinée. À cause du virus Ebola, on était forcé de délocaliser. Alors il y avait des frais de voyage qui n'étaient pas prévus, mais on l'a fait parce qu'on ne voulait pas, c'est pas la faute de la Guinée qui a l'Ebola là-bas, elle ne voulait pas vous exclure, on voulait continuer le partenariat. Cette première journée débouche déjà sur le repérage de plusieurs sujets sur le terrain. Le quartier Hamdallah ACI 2000 abrite cet atelier de la Deutsche Welle qui s'étendra sur 2 semaines dans la capitale malienne. Réunion de travail ce matin à Conakry de l'UTIE Guinée. La rencontre a porté essentiellement sur l'adoption du rapport annuel des activités du comité de pilotage et du secrétariat exécutif de cette institution. Le point avec Mabintila Issouma. Cette rencontre vise l'adoption du rapport annuel des activités du comité de pilotage de l'institution en charge de la transparence dans les industries extractives en Guinée. Ce document de 27 pages contient les activités réalisées par l'UTIE Guinée l'année dernière. Ces points sur non seulement toutes les activités que nous avons pu réaliser dans le cadre de notre plan d'action, mais aussi nous sommes référés à la note d'orientation de l'ITIE international et nous avons essayé de voir en ce qui concerne les 7 exigences de l'ITIE, qu'est-ce que nous avons pu faire dans ce cadre-là. Après plusieurs tractations, le rapport annuel est adopté. Cette activité cadre avec le maintien des acquis de la conformité du pays aux normes de l'UTIE internationale. La Guinée a été admise comme pays conforme de l'UTIE l'année 2014, donc c'est un point fort de ce rapport. Et aussi, nous marquons également d'autres points forts significatifs, c'est la participation effective et active des acteurs de la société civile dans ce processus.
mais aussi c'est la production régulière des rapports de l'ITIE. En tout cas, s'il y a un secteur qui commence véritablement à bouger dans le cadre de la transparence, dans le cadre de la bonne gouvernance, c'est ce secteur de l'ITIE. Avec les énormes potentialités minières de la Guinée, le maintien de la conformité du pays aux normes ITIE permettra au secteur minier de paraître comme l'un des plus crédibles au monde. Et puis, les femmes des 3 pays durement affectés par Ebola se donnent les mains pour lutter contre la maladie. La célébration, cette fois-ci, des activités du 8 mars, journée internationale dédiée aux femmes, sera saisie pour vulgariser les mesures édictées pour réussir le pari de 0 Ebola en 60 jours. Cet engagement vient d'être réaffirmé par la ministre de l'Action sociale dans une déclaration. Commentaire, Mohamed De Camara. La célébration du 8 mars, journée internationale des femmes, se déroule cette année dans un contexte particulièrement dominé par l'épidémie Ebola. Une occasion saisie par les ministres de l'Action sociale des 3 pays durement affectés par la maladie de placer la commémoration de cette date historique pour l'émancipation de la femme sous le thème « Les femmes au-delà d'Ebola ». Le choix de ce thème vise l'ultime objectif d'améliorer les conditions de vie de nos populations à travers l'autonomisation des veuves et des femmes guéries d'Ebola sur le plan socio-économique et l'accompagnement des familles pour l'éducation et le bien-être des orphelins. Les activités commémoratives du 8 mars 2015 seront saisies par les femmes de l'espace Mano River Union pour véhiculer des messages de sensibilisation en vue de stopper la propagation du virus Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Il s'agit pour cette période de sensibiliser les populations et singulièrement les femmes qui sont les victimes de la maladie à cause de leur rôle dans la société sur le plan des méthodes de prévention afin de nous débarrasser de ce virus maudit qui a affecté nos valeurs sociales et culturelles. Le département de l'action sociale, appuyé sur le terrain par l'UNICEF, procédera samedi 21 février au lancement des activités du 8 mars par la campagne des 60 jours zéro Ebola dans les préfectures environnantes de Conakry. Page politique, les populations de Kissidougou soutiennent les actions du président de la République. Elles apprécient ses efforts dans la construction et la réhabilitation des infrastructures de base. Elles l'ont signifié au ministre d'État des Finances. Le point avec Mamadi Gassama. Après quelques heures de route, le cortège de la délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État de l'économie et des finances s'ébranle vers la maison des jeunes de Kissidougou. Cette mobilisation des citoyens de la cité de Kissikaba-Keta traduit leur reconnaissance mais aussi de leur engagement à soutenir les actions du chef de l'État. En 3 ans, la physionomie de Kissidougou a changé. Ça, ce n'est secret pour personne. Et enfin, pour la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. À Kissidougou, les dernières statistiques de la situation épidémiologique font état de 0 cas de malade d'Ebola, 0 suspect et 19 contacts suivis. Pour pérenniser cet exploit, le ministre d'État Mohamed Diaré a davantage sensibilisé ses concitoyens sur les modes de contamination et de prévention. Je pense qu'à Kissidougou, tout se passe dans l'harmonie. Les populations sont bien organisées, bien structurées et aussi elles ont promis de lutter contre la désinformation. Et ici, Ebola 0, c'est presque une réalité. En marge du meeting d'information et de sensibilisation, le ministre Mohamed Diaré a rendu une visite de courtoisie aux patriarches des préfectures de Farana et de Kissidougou. Partout, des prières ont été formulées en faveur de la paix et de la cohésion sociale en Guinée. En dehors du pays, précisément au Niger, l'ambassadeur de Guinée a été reçu par son Excellence Mamadou Issoufou. Le diplomate guinéen était porteur des messages du chef de l'État, professeur Alpha Condé, relatifs à la réunion portant sur les nouvelles mesures de lutte contre Ebola tenues à Addis Abeba en marge des travaux de la 24e session de la conférence de l'Union africaine. On écoute le diplomate guinéen au micro de Marthe Mourat Kamara.
Le chef de l'État, vous le savez aussi, est le président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Compte tenu des situations nombreuses qui sévissent actuellement en Afrique, sur la bande sahélo-sahélienne, le problème de Boko Haram, le problème de Ebola, le chef de l'État a cru nécessaire de rencontrer ses pairs en marge de cette conférence de la 24e session de l'Union africaine pour parler de tous ces problèmes en vue d'envisager des solutions plus coercitives, si je puis dire. Restons au Niger, la CAN cadette se poursuit précisément à Niamey, la capitale. Après une victoire et un match nul demain samedi, le Sili effectuera sa 3e sortie face au pays organisateur. Le Sili cadet espère une victoire. N'est-ce pas, Oumar Ndiaye? On est en train de travailler dessus, on est en train de leur faire comprendre qu'ils doivent être sérieux, surtout devant les buts. Parce que marquer un but, c'est insuffisant. C'est ce qui nous a vraiment créé des problèmes. Mon numéro 10, le buteur, est un peu malade, mais il commence à revenir petit à petit. Peut-être le 3e match, il va jouer le 10. Donc il y a aussi mon stopper qui n'était pas là. Vous savez, le changement, c'est par rapport, c'est poste par poste. Celui qui a eu le carton rouge et le 6. Donc je voulais garnir un peu le milieu pour que les enfants, ceux qui étaient au milieu soufflent un peu. Mais ça a retardé parce qu'il y avait l'ailier, le 11 souffrait aussi. Donc il nous a dit, on a été un peu hésitant pour ce changement. Donc c'est ce qui a fait que l'autre a eu le carton, donc ça a compliqué. Je voulais encore enlever un autre, comment on appelle ça, attaquant, pour mettre un autre milieu, pour qu'au moins, on garde un peu l'acquis. Mais malheureusement, vers la fin, le jeune, le 8, a fait des gestes spectaculaires. Il a commis un penalty. Le Sili au Niger, vous venez de suivre un extrait de Hamidou Kamara, il est l'entraîneur de l'équipe au micro de Oumar Ndiaye. Page noire de cette édition, le ministère de la Communication est en deuil. Sayon Touré n'est plus, il est l'attaché de cabinet du ministre Aluseni Makanerakake est décédé hier des suites d'un arrêt cardiaque. Il a regagné sa dernière demeure ce vendredi au cimetière de Wanindara à Conakry. Parents, amis et collaborateurs étaient fortement mobilisés cet après-midi pour rendre un dernier hommage à Sayon Touré. Vous aurez ses obsèques dans nos prochaines éditions d'information. Paix à l'âme de Sayon Touré. Une autre page noire, la famille Diaby, Gassama et les travailleurs du ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques remercient tous ceux qui ont de près ou de loin compati à leur douleur depuis l'annonce du décès de Madame Diaby Hadjama Massiata Fofana, mère de Khalifa Gassama Diaby, ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Décès survenu le mardi 17 février 2015 en France des suites d'une longue maladie. Il profite de la même occasion pour informer le gouvernement, les parents, les amis et alliés de l'arrivée du corps à Conakry le mardi 24 février 2015 par vol Air France à 18h. La levée du corps aura lieu le mercredi 25 février à 9h à la morgue de l'hôpital Ignace Dine où s'ébranlera le cortège funèbre pour Kindia suivi de l'enterrement après la prière de 14h. Prions pour le repos de l'âme de la défunte. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.